On est clairement dans une guerre d'influence. Il y a aujourd'hui les agents de la France qui agissent à visage découvert. Le président Alassane Dramane Ouattara est quelqu'un qui défend les intérêts français, nous le savons tous. Et malheureusement, il crée un certain nombre de torts à la population ivoirienne de manière générale qui ne méritent pas d'être exposés de cette façon. Le président Issoufou n'est pas non plus quelqu'un qui est connu pour être un champion de la lutte contre la France-Afrique, c'est le moins que l'on puisse dire. Mais il faut reconnaître que sur la question de la monnaie unique, contrairement à ce qui se passe avec Orano, plus connu sous le nom d'Areva, contrairement à ce qui se passe avec les bases militaires, notamment au Niger, où le président Issoufou a malheureusement trop de compromissions avec l'oligarchie française, il faut reconnaître que sur la question de la monnaie unique, il fait partie des gens qui sont en tête de file pour que nous puissions arriver à être dans une démarche de nous détacher progressivement du trésor français et de, quelque part, de l'influence française de manière générale. Donc, nous constatons, nous entendons, je tiens à préciser aussi que lorsque nous étions allés à Niamey pour un congrès panafricaniste et de lutte contre le néocolonialisme français, le président Issoufou nous avait envoyé un émissaire pour justement nous dire qu'il était beaucoup plus avec nous sur ce côté de cette monnaie, sur le terrain de cette monnaie unique, que nous ne le pensions. Et on lui avait rétorqué que notre problème n'est pas qu'il soit ou pas pour la monnaie unique, mais qu'il soit dans une démarche globale d'être contre le néocolonialisme français, chose qui à nos yeux n'était pas le cas. Donc nous partons du principe qu'il y a une guerre d'influence, mais le problème est que la Côte d'Ivoire est le pays qui pèse le plus au sein de l'UEMOA, beaucoup plus que le Niger. Et donc lorsque le président de la Côte d'Ivoire dit qu'il veut qu'on garde le taux de change fixe et que cette monnaie soit arrimée à l'euro et donc soit liée au trésor français, il est dans une démarche de prolonger ou de créer un continuum avec l'oligarchie française de manière générale, et il veut faire en sorte que la monnaie éco ne soit rien d'autre qu'un duplicata, quelque part, du franc CFA. Et c'est ce contre quoi nous nous battons. Est-ce que le président Issoufou aura la possibilité de faire suffisamment pression? Est-ce que les autres présidents africains, que sont les présidents du Ghana, les présidents du Nigeria, seront dans une démarche d'être suffisamment solides face à la Côte d'Ivoire? Normalement, économiquement, oui, mais les choses sont complexes. Et notre problème est que ce sont les premiers pays qui vont influencer le destin proche et lointain de la monnaie éco. Et les premiers pays qui vont utiliser la monnaie éco en Afrique de l'Ouest, malheureusement, qu'on le veuille ou pas, c'est les pays de l'UEMOA, où le poids lourd, c'est Alassane Ouattara. Donc on est obligé d'être alerte de cette situation. Et les pays de cette zone-là, d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique francophone en priorité, ont le devoir de prendre leurs responsabilités. En tout cas, la société civile tente de le faire. C'est dans cette démarche que nous nous situons. Quand j'entends Fatou Diome dire qu'elle en a marre des gens qui parlent de l'esclavage et de la colonisation, quand on connaît le parcours de Fatou Diome, quand on sait comment elle est arrivée en France, il n'y a rien de surprenant. On sait quels amours l'ont amenée là. On sait quelles sont les personnes qui la lisent majoritairement. Ce n'est pas la rue africaine qui, objectivement, n'est pas préoccupée par les préoccupations de Fatou Diome. Il est tout à fait normal qu'elle se sente mal à l'aise vis-à-vis de ceux qui tirent sur les entités qui, quelque part, la nourrissent. Elle est sur une route, elle est cohérente avec sa route. Sa route, elle, c'est la route du brassage, c'est la route du mélange, c'est la route de quelque part de la globalisation néolibérale sur le terrain sociétal, même si elle peut être une critique du néolibéralisme sur le terrain économique. C'est une grande agent du néolibéralisme sociétal. Et donc, je ne me sens pas concerné par Fatou Diome. Je pense que la réponse est dans la question. Aujourd'hui, quoi qu'on en dise, l'intelligentsia africaine a perdu complètement son impact vis-à-vis de la rue africaine, vis-à-vis de la jeunesse africaine. À une certaine époque, bien longtemps avant l'émergence des réseaux sociaux, étaient audibles auprès du peuple uniquement ceux qui étaient validés par les médias occidentaux. Cette chose a changé complètement. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, les radios locales, les médias locaux font en sorte qu'on n'a plus besoin de passer sur France 24, RFI ou autres pour être audible vis-à-vis de son peuple. Et donc il y a un ancien circuit
auquel l'intelligentsia africaine est attachée, parce qu'elle a fini par croire que pour exister, il fallait être accepté dans le regard de l'oligarchie française. Et de l'autre côté, il y a une jeunesse autodéterminée qui est dans une optique de ne pas chercher l'aval du maître colonial ou du maître de la plantation néocoloniale, mais qui veut simplement se faire entendre vis-à-vis de son peuple et défendre les intérêts de sa population. Donc, j'aime pas le terme idole parce que je ne sais pas ce que ça veut dire. Je pense qu'il y a une grande partie de la jeunesse africaine qui est sensible au message qui est le nôtre parce que nous nous battons pour l'autodétermination de notre population, nous nous battons pour la souveraineté africaine, nous nous battons pour la souveraineté de nos peuples dans la diaspora, d'accord, aussi, parce que l'un ne peut pas aller sans l'autre. Nous sommes dans une dynamique garvéiste, nous pensons que nous devons former un bloc civilisationnel pour nous faire entendre dans ce concert des nations, et cela, ça ne peut pas aller avec ceux qui ne voient le monde qu'à travers l'échange, un petit peu comme, comment il s'appelle, Felwine Sarr, d'accord, qui nous parle toujours de cette interaction, de cet échange entre les divers mondes. Moi, je ne suis pas dans cette démarche-là, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est notre monde, être dans une logique, évidemment, de choisir de nouveaux partenaires géostratégiques, parce qu'on ne peut certes pas être dans une autarcie, mais je pense qu'il faut qu'on coupe foncièrement le cordon ombilical vis-à-vis de l'oligarchie française. Et quand je dis de l'oligarchie française, je ne parle pas de la population française prolétarienne qui elle-même subit les affres de ce néolibéralisme économique et sociétal. Et d'ailleurs, je suis proche de certains gilets jaunes parce que je comprends la souffrance de ce prolétariat français, comme je peux comprendre la souffrance des prolétaires en Amérique du Sud, comme je peux comprendre la souffrance des prolétaires au Moyen-Orient, etc. C'est un combat global, d'accord, d'un prolétariat global contre une élite globaliste mondiale. Et pour finir sur ce qui est des OSC, de la même façon, j'ai parlé tout à l'heure de Fatou Diomé, je peux aussi parler des OSC. C'est-à-dire que les OSC, celles qui me combattent, celles qui nous combattent, sont bien souvent des structures qui sont financées par ceux que nous combattons. Donc il est tout à fait normal que quand quelqu'un s'attaque à votre fontaine, d'accord, bah, vous lui en voulez à mort parce que vous ne voulez pas être privé d'eau. C'est quelque chose d'humain, c'est quelque chose de logique. Quand je m'attaque à Georges Soros, quand je m'attaque à USAID, quand nous nous attaquons à l'Agence française de développement, tous ceux qui touchent des subsides émanant de ces structures précitées ne peuvent pas être amis avec Urgence panafricaniste ou Kémy Séba. Mais de l'autre côté, on est proche des résistants sur le terrain, ceux qui résistent comme nous sur le terrain. On est proche de Biram Dahabé, d'un de nos plus proches collaborateurs, qui est la figure de proue de la lutte contre l'esclavage en Mauritanie. On est proche du député panafricaniste Oumarou Abdourahmane, qui est un combattant de la liberté du côté du Niger, d'accord, taxé de populiste par l'oligarchie occidentale, mais qui est quelqu'un proche des préoccupations du peuple. Il faut le préciser, on est proche du président Roch-Marc Kaboré, que nous aimons, même si nous pouvons avoir des différences d'approche sur un certain nombre de points. Il faut aussi qu'on puisse être capable de le dire. On est proche d'un certain nombre de gens, d'un certain nombre de structures, mais on est surtout proche de ceux qui sont prêts à tout pour obtenir l'autodétermination de leur population. À l'heure où je vous parle, notre action politique, c'est Politeia, participation à la vie de la cité, eh bien c'est de développer des programmes sociaux et des programmes économiques pour nos populations. Ça passe par le centre Panaf que vous voyez ici, ça passe par d'autres structures et ça passe par le fait d'être proche de notre population et travailler pour elle. Mais à l'heure actuelle, parler de parti panafricaniste béninois où je vais devoir dépenser un certain nombre de milliers d'euros pour que ce parti soit validé in fine par Saka Lafia, le ministre de l'Intérieur, qui a tenu des propos irrespectueux à notre rencontre, vous pensez véritablement que c'est quelque chose qui va dans le sens de la raison? Je ne pense pas. Si c'était le peuple qui décidait véritablement de ce qui devait se passer, je pense que le parti panafricaniste béninois aurait déjà abouti dans sa structuration. Mais à partir du moment où on a vu les dernières élections, on a vu que les 3/4 du corps électoral ont été interdits de concourir, moi je ne me lance pas dans un jeu où les règles sont truquées. Le premier partenaire rêvé de l'Afrique, c'est l'Afrique elle-même. Parce que je pars du principe qu'on est une terre suffisamment grande quand on prend l'Afrique de l'Est, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique du Nord, l'Afrique du Sud, l'Afrique centrale. On est suffisamment fort et nombreux pour pouvoir être une puissance mondiale, pour pouvoir être la puissance mondiale de manière générale. Mais tout dépend aussi de la compréhension que nos élites ont de la réalité politique et géostratégique dans laquelle nous vivons. Tant que ces élites africaines passeront leur temps à penser que l'Occident est notre seul interlocuteur et que sans l'Occident, nous ne pouvons pas nous développer, jamais nous ne pourrons avancer. Il faut qu'il y ait aujourd'hui une prise de responsabilité par rapport au rôle majeur que l'Afrique
peut jouer si cette Afrique est capable de se préoccuper de ses propres richesses et de prendre soin de ses propres richesses. Mais tant qu'on laissera d'autres structures transformer nos ressources et les exporter par la suite et qu'on laissera la population vivre en dessous du seuil de pauvreté alors que nos terres sont dans une démarche de nourrir l'humanité dans sa globalité, on ne pourra pas avancer. Donc il y a un travail de fond à faire. La société civile doit prendre ses responsabilités. On doit être les vigiles de notre propre destinée. Il n'y a que comme ça que nous pourrons être dans une logique d'interagir avec le monde, d'accord, et pouvoir peser dans ce concert des nations et lutter contre l'injustice sociale qui est le cancer des nations. Moi, je me méfie de ces questions parce que bien souvent, elles sont brandies à l'échelle internationale par des nations qui, en réalité, sont en train de dire de manière sous-jacente que les Noirs en Afrique du Sud ne sont pas capables de gérer leur pays et ceux qui le géraient le mieux, c'était les bourgs. C'est ce qui a été entendu dans les milieux nationalistes occidentaux, c'est ce qui a été aussi scandé dans certains milieux caucasiens d'Europe de l'Est. Il faut qu'on dise les choses telles qu'elles sont. Moi, je vomis cette réflexion. Ce qui est certain, c'est que le néolibéralisme, comme je le dis depuis toujours, est un cancer pour les populations. Et lorsque vous mettez la bourgeoisie sud-africaine qui s'est enrichie sur le dos de la population, qu'elle soit noire ou blanche, au pouvoir, il est évident que ce n'est pas le prolétariat sud-africain qui va gagner quoi que ce soit dans cette situation. Mais qu'on soit très clair, à l'époque où les bourgs étaient au pouvoir, les 3/4 de la population étaient dans un état de déshumanisation systémique, structurelle, réelle. Ça aussi, on doit être capable de le dire. Donc moi, je pense que la solution pour l'Afrique du Sud, c'est la solution pour nous tous, c'est que la société civile prenne ses responsabilités et que ceux qui sont dans une démarche de justice sociale et de lutte contre la prédation économique puissent prendre les responsabilités. En Afrique du Sud, ça passe par des gens comme mon frère Julius Malema et ça passe en Afrique entre guillemets francophone, je n'aime pas ce terme, mais c'est comme ça qu'on l'appelle aujourd'hui, ou l'Afrique de la zone franc, par des gens comme nous. Mais nous devons faire les choses étape par étape. Et je dis et je répète que les bourgs en Afrique du Sud n'ont aucune légitimité à demander un quelconque pouvoir. Et la meilleure chose qu'ils pourraient faire, c'est partir en Russie, ou c'est partir en Occident, qui est leur terre d'origine, d'accord, où ils pourront être traités avec amour et respect. Mais ils n'ont aucune légitimité à réclamer quoi que ce soit en Afrique du Sud, parce qu'ils sont venus comme des voleurs, ils sont venus comme des pilleurs, ils sont venus comme des violeurs. Ce sont des gens qui sont des groupes d'assassins pour la plupart. Je ne veux pas essentialiser, mais je veux qu'on ait le courage de dire les choses, d'accord. Ce sont des colons. Et le colonialisme, où qu'il soit, n'a pas sa place. Il n'a pas sa place en Palestine occupée, il n'a pas sa place en Amérique où les WASP ont génocidé les Indiens et mis notre peuple en esclavage pendant 400 ans. Il n'a pas sa place dans les Caraïbes où notre population a été déportée, a travaillé pendant des siècles ces terres. Et aujourd'hui, dans une stratégie de grand remplacement, on envoie les populations de la métropole pour essayer de rendre minoritaires les populations afrodescendantes qui ont travaillé ces terres-là. Je dis et je répète que le colonialisme, où qu'il soit, n'a pas sa place. Et donc, je fais partie de ceux qui souhaitent ardemment que les bourgs puissent rentrer chez eux et laisser l'Afrique aux Africains. Merci. C'est moi qui vous remercie.